du National Endowment for Democracy à Washington, qui, comme on le sait, est un front pour la CIA. Je t'arrête, je veux juste identifier qu'on parle avec, rappeler qu'on parle avec Joanny Khan, on parle justement de ce coup d'État avorté du 12 février dernier, où, selon les autorités du Venezuela, le Canada a été impliqué. Alors oui, puis donc on continue. Donc ils ont identifié, ils ont même arrêté, je pense. Alors là, je pense que Madame Machado, Monsieur Ledesma et le principal chef de l'opposition de droite, qui s'appelle Leopoldo López, et ils sont parmi les personnes actuellement incarcérées. En attendant l'enquête, il y a toutes sortes de chefs d'inculpation qui sont actuellement étudiés contre eux. Et dans le cadre de ce coup d'État, il devait aussi y avoir un général à la retraite qui devait en fait se présenter à la télé parce qu'ils sont très soutenus par les médias de droite. Qui contrôlent beaucoup les médias. C'est pour ça qu'ils ont créé Telesur, si je me trompe pas. Exactement. Ce qui est intéressant au Venezuela, c'est que le Venezuela n'est pas un pays à parti unique, contrairement à Cuba. Le Venezuela n'est pas un système fermé. Il y a de la place au Venezuela pour les médias d'opposition. Le gouvernement n'a pas confisqué les médias de droite, même après leur implication ouverte dans le coup d'État de 2002. Mais c'est pas ça qui va être apprécié à Washington, à Ottawa, à Paris, à Berlin. Et là, tu mentionnes Ottawa. Moi, je veux revenir à ça. Est-ce que tu saches, est-ce que le Canada a répondu à cette accusation? À ma connaissance, je n'ai pas encore vu la moindre déclaration du moindre officiel à Ottawa. Mais pourtant, qu'est-ce qu'un agent de la GRC va dans un aéroport international s'enquérir sur les capacités d'atterrir ou vraiment là? Sur les contingences en cas d'urgence. C'est quand même étonnant. Oui, puis que le Canada, parce que j'ai vu en fin de semaine, parce que le gouvernement vénézuélien avait aussi dit que la Colombie était impliquée. Et la Colombie s'est défendue d'avoir fait ça. Jamais il aurait fait ça. Puis on peut le croire ou on peut ne pas le croire. Mais au moins, il a répondu. Il y a eu une réunion, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, de 4 anciens présidents de droite de la région. Dont ancien président vénézuélien aussi était impliqué, ancien président colombien, ancien président mexicain, et le 4e pays, je m'en souviens pas. En tout cas, il y avait une réunion, et tous ces pays s'étaient dissociés, formellement, de la participation de leurs anciens chefs d'État à cette réunion, en disant que ça ne nous regarde pas, c'est une affaire personnelle. Mais c'est vrai, comme tu dis, ces pays, au moins, ont réagi. Et même les États-Unis, bien sûr, ont rejeté les accusations de coup d'État en disant c'est ludicrous, ridicule. C'est ça, ridicule. Bien sûr. Mais on le voyait, là, il y a j'ai vu un article vers la fin du mois de janvier qui parlait de la déstabilisation. Donc, il y a eu des signes avant-coureurs là, de cette volonté de renverser par les armes. Oui, c'est-à-dire comme je te dis le contexte, le macro-contexte avec la chute des prix du pétrole, qui est due à quoi? Due essentiellement au fait que l'Arabie Saoudite refuse de réduire sa production. Continue d'inonder le marché, mais ça sert facilement et très clairement les intérêts de l'OTAN, qui cherche donc à isoler et à déstabiliser et à mettre le grappin sur un certain nombre de pays. Puis mettre la Russie dans l'embarras, toutes les difficultés des producteurs, d'ailleurs, tu sais y compris le Canada. dans la déclaration pour un gouvernement de transition, signée par les opposants de droite au Venezuela, Madame Machado, Monsieur Ledesma, Monsieur López, c'était inscrit noir sur blanc qu'il fallait il y avait une série de mesures. Il fallait que le Venezuela réintègre le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, que le Venezuela reprivatise une série de grandes compagnies nationales, dont
la compagnie de pétrole, PDVSA, et bon, donc cesse de subventionner les aliments pour les pauvres. Et parlant d'aliments, une autre phase de ce plan de coup d'État, c'était justement de créer de la rareté sur les marchés, où les marchands de droite, qui ont acheté en gros et emmagasiné et thésaurisé stocké des grandes quantités de vivres, et ils ont refusé de les distribuer. Ils en ont même exporté vers d'autres pays pour créer cette rareté sur le marché, donc alimenter le mécontentement et la colère populaire. Oui, parce que c'est ça qui est arrivé au Chili, l'exemple. Souvent, Exactement, pour provoquer une manifestation des casseroles. C'est ça, que les gens disent, on a besoin de manger, puis voilà. Là, on se sert de cette période de crise là pour bombarder. Avant de passer à la prochaine question, donc on peut dire que si d'ici une autre année, on voit une révolution bleue au Venezuela, on peut dire, on l'a entendu ici. On sait d'où ça vient. Ouais, c'est ça. Donc il y avait toute cette, parce que j'ai vu ça, mais j'avais pas saisi que c'était dans le même, mettons, la même organisation, la même façon de voir. Des révolutions de couleurs. Ouais. Qui déferlent sur une série de pays depuis la fin de la guerre froide. Ouais. Et il reste quelques minutes, Joanny Kahn. Donne-moi 2 secondes pour dire une chose, c'est que, puisqu'on parle de langue canadienne avec Madame Birbeck, Amnesty francophone, Québec, a posté sur ma page sur Facebook, et comme je suis ami, je le reçois sur ma page, au moins 2 fois, sinon 3 fois, une déclaration dénonçant la chasse aux sorcières au Venezuela. Et en montant en épingle notamment le cas du maire de Caracas. Ça c'est depuis quelques jours. Oui, Francisco Ledesma. Ouais. J'ai laissé passer 1 fois, 2 fois. Quand j'ai revu une 3e fois, j'ai réagi. J'ai dit, je cite de mémoire, attention Amnesty, de vous faire l'allié des comploteurs de l'Empire qui cherchent à déstabiliser les gouvernements populaires dans certains pays. Ce ne serait pas la première fois. Et bien sûr, la personne qui postait a réagi en disant oui, mais enfin, il y a toujours des implications internationales, etc. Mais nous, on s'en tient aux stricts droits humains. Alors, j'ai dit oui, je comprends ça, mais on a déjà vu comment Amnesty a été accusé d'avoir facilité l'invasion de la Libye, d'avoir facilité l'adoption de la résolution des pays de l'OTAN au Conseil de sécurité pour interdire l'espace aérien à l'aviation libyenne. C'est ça. Ce qui a ouvert la voie. Et il y a d'autres cas également. Il y a eu des enquêtes intéressantes qui ont été publiées là-dessus. Et il y a une ancienne employée du State Department qui a joué un rôle clé dans l'invasion de la Libye, a ensuite été nommée directrice d'Amnesty USA. Ouais, ça non, alors quand il y a eu un tollé, alors finalement Joanny Kahn, elle a démissionné. je ne peux pas te laisser partir. Je t'en prie. Il reste 1 minute et demie sans parler de Roger Oak. Oui. Roger Oak, sur lequel on s'est penché à plusieurs reprises à cette émission-là, cette affaire espion et journaliste ou agent. Oui. Tu l'as connu. Oui. Il était correspondant. Qu'est-ce que c'est ce phénomène-là d'avoir un patron dans le fond, agent le Mossad, puis se déguiser en journaliste? En tout cas, 1 minute, c'est tout ce qu'on a. Oui, il ne nous a pas dit. Moi, je lui ai parlé quelques fois. Je le trouvais toujours très fuyant, très évasif. Ouais. Mais par la suite, quand j'ai vu qu'il avait rebondi au Liban et ensuite même kidnappé par le Hezbollah. Qui avait découvert ses liens avec le Mossad, parce qu'il paraît que ces liens c'était surtout avec le gouverneur israélien du Liban Sud, Uri Dromani, et qui par la suite d'ailleurs a arrangé une interview avec lui, une interview de lui avec une prisonnière libanaise qui avait tenté d'assassiner le général Antoine Lahad, qui était le chef de la milice supplétive chrétienne, l'armée du Liban Sud. C'est sûr que aucun journaliste n'aurait pu obtenir des Israéliens l'autorisation d'aller interviewer
une femme comme Soha Béchara. Ouais. Mais juste, qu'est-ce que je te demande de répondre dans 3 ou 4 mots. Qu'est-ce que ça ça dit pour les journalistes et les médias ici qu'ils ont eu un correspondant qui était aussi agent du Mossad? Ça nous rappelle. Il y a une exigence auprès de ça nous rappelle que le journalisme est un métier qui est constamment de prédilection infiltré par les services de renseignement. Ouais. Et tout bon journaliste doit constamment être à l'affût et aux aguets. Ouais, c'est ça. Joanny Kahn, c'était formidable, très intéressant, très éclairant. Puis je veux dire, quand cette question-là de la Révolution bleue va revenir, là, parce qu'il abandonne pas d'ici. Il abandonnera pas, c'est pas sûr. C'est le énième tentative, mais ils vont revenir. C'est ça. Et tu reviendras.